C'est une des boissons les plus consommées au monde. Le café fait vivre 100 millions de personnes sur la planète. Bonsoir. Deux types de café représentent la quasi-totalité des cafés du monde, le Robusta et l'Arabica. L'Arabica compte pour 70% de la production mondiale et est considéré comme un café de plus grande qualité que le Robusta, qui lui est moins cher. 3 Belges sur 4 entament leur journée par un petit café. C'est dire si la Belgique est un marché hyper concurrentiel et déjà saturé. Alors pour gagner du terrain, les torréfacteurs misent sur la différence et sur la qualité. Exemple avec Deleuze, on l'ignore, mais depuis 1983, le distributeur achète et torréfie lui-même ses cafés. Se démarquer en proposant des produits différents, originaux et de très haute qualité. C'est la seule alternative pour concurrencer les 4 multinationales qui contrôlent plus de la moitié du négoce du café dans le monde, Nestlé, Kraft, Procter & Gamble et Sara Lee. Seulement voilà, le café est une matière première, cotée en bourse. Son cours dépend donc de l'offre et de la demande et fait l'objet de spéculations. Résultat, le prix payé aux cultivateurs est souvent inférieur au coût de production. Est-ce la fin des plantations de café? Comment peut-on remédier à cette situation? Des petits grains de café nichés dans leurs cerises au café moulu dans leur emballage sous vide. L'histoire du café est captivante. Bienvenue dans les plantations du Costa Rica avec Muriel Charbonnier, Pierre Alterman, Adriana Morera et Thierry Dan. Jour de dégustation à l'aveugle. Parmi les participants, une brochette de connaisseurs au nez fin. Messieurs, merci d'être là. Je vais vous demander de faire la dégustation. Aujourd'hui, nous avons la dégustation de tous les mochas du marché. Donc, un ensemble de 6 tasses qu'on va cuper ensemble. Ce cérémonial a lieu toutes les 6 semaines. Objectif, tester de nouveaux cafés avant introduction sur le marché ou se comparer aux concurrents. Ce sont des cafés mocha, ce sont des cafés qui sont d'habitude torréfiés plus foncés. Ils ont un goût légèrement amer, donc nous devons retrouver l'amertume. Si nous dégustons des desserts par exemple, c'est exactement le contraire. Ce sont des cafés doux, légèrement acidulés. Donc c'est ce qu'on essaye de retrouver dans les qualités pour voir si ce sont vraiment des mochas et des beaux mochas. Les desserts sont surtout appréciés au nord du pays. Les francophones, eux, préfèrent les mochas. Les deux sont des mélanges de plusieurs origines. Le client a une habitude d'un goût, surtout pour des qualités comme ça qui sont quand même les plus gros vendeurs sur le marché. Je pense que le client s'habitue à un goût et il n'aime pas trop avoir une fluctuation trop importante. Il y en a toujours certaines. Et donc le principe est d'essayer d'avoir une certaine uniformité et surtout de voir si on est bien ou si on est moins bien. Ça peut arriver qu'on soit moins bien et alors on corrige. Avec 3 tasses par jour et 7 kilos par an, le Belge est le 8e buveur de café au monde. Et comme 95% des familles en achètent, difficile encore d'augmenter les volumes vendus. Ils ont même tendance à régresser. Dans la grande distribution, la filiale du géant américain Sara Lee s'accapare la moitié des ventes via 3 marques, d'où Egberts, Chat Noir et Jacques Motte. Plusieurs petits torréfacteurs indépendants se partagent à peine quelques pourcents. L'autre grand pôle étant celui des marques de distributeurs. Seul moyen d'espérer grignoter des parts de marché, chercher de nouveaux concepts à valeur ajoutée, de nouveaux cafés se différencient. Et certains des meilleurs cafés du monde, on va les chercher en Amérique centrale, au Costa Rica. L'agriculture est la base de l'économie de cette république démocratique où l'armée n'a pas droit de citer. La banane, la canne à sucre, mais surtout le café, génère une grande partie des devises du pays. Ici, on ne cultive que de l'Arabica, l'une des 2 principales sortes de caféiers que les connaisseurs préfèrent de loin au Robusta. Spécificité, on trouve ici quelques Arabicas réputés grands crus. Là-bas, sous les arbres, c'est du café. Rien que du café. Du Bourbon. Dans les Arabicas, vous avez des espèces différentes. Donc vous avez Catois et vous avez Caturra, différentes origines. Et ici, le Bourbon pointu, qui est un café qui a un rendement extrêmement faible. Mais par contre, au niveau qualité, vous avez un café d'une finesse et d'une acidité tout à fait spécifique qui en fait une tasse très particulière. Donc ici, vous êtes dans une cerise mûre et quand on ouvre et qu'on sort de la pulpe, nous trouvons en général 2, et ici même 3 fèves. C'est un grand cru, tout à fait, oui, c'est même assez exceptionnel.
Ici, après avoir été débarrassé de son enveloppe protectrice, le café est encore séché plusieurs jours au soleil, une méthode de moins en moins utilisée. Cette méthode de travail avec la main-d'œuvre que ça demande ne peut se faire que pour des qualités supérieures. Sinon, en général, le séchage maintenant est un séchage thermique partout en Amérique latine et en Amérique centrale. Supérieure, cette qualité l'est aussi par son prix. Elle se vend 2,5 fois le prix du marché, soit environ 3,5 $ le kilo. Ce sont des cafés qui sont destinés à ce que l'on appelle le marché des cafés specialties, donc les cafés spéciaux, les cafés gourmets. C'est un marché qui est en pleine croissance aux États-Unis, qui de plus en plus se développe en Europe. Ce sont des torréfacteurs en général de petite ou moyenne taille, qui donc achètent, on va dire, un cru, une qualité. Ce sont des prix qui, heureusement, au jour d'aujourd'hui, ne dépendent pas de la bourse de New York, ce qui nous permet un peu de soutenir la production de café et la qualité ici. Car le café est coté en bourse et depuis 3-4 ans, les cours de l'Arabica sont trop bas. En cause, une offre mondiale trop abondante, une crise sans précédent qui a déjà coûté leur emploi à des centaines de milliers de cultivateurs d'Amérique centrale. Le Costa Rica n'est que le 11e producteur, loin derrière le Brésil, qui cultive environ 30% du café mondial, et le Vietnam, nouveau venu dans la cour des producteurs, devenu second en moins de 10 ans. L'atout des costariciens, proposer un café qui reste artisanal, surtout cultivé par de petits planteurs sur les plateaux montagneux proches de San José. C'est aussi un café d'altitude, et plus on monte, plus on grimpe en qualité. On est en pleine récolte et nous sommes actuellement au mois de février dans la récolte des hautes altitudes. La qualité première de l'altitude, c'est son acidité. Et en torréfaction de type européenne, en tout cas du Nord, c'est l'acidité qui est recherchée en même temps que les arômes. Sur ces pentes, situées à 1800 mètres, pas de récolte mécanisée. On cueille encore à la main en sélectionnant les cerises mûres. Comment est-ce la cossette? Comment va la récolte? Bien, bien. Elles sont bien mûres, hein? Oui, oui. Il y a en fait 3 floraisons, et donc on passe 3 fois pour récolter. Donc après la première cueillette, vous attendez? Oui, entre 3 semaines et 1 mois. On sort à peu près sur un arbre ici de l'ordre de 2 à 3 kilos de cerises de café. Et 2 ou 3 kilos de cerises de café vont donner en finale plus ou moins un demi-kilo de café sec. Cette famille fait partie d'une coopérative regroupant 600 petits producteurs. Et ici aussi, on subit l'effet de la déprime des cours du café. Pendant la récolte, toute la famille s'y met. Ce sont les vacances scolaires, la tradition, mais aussi parfois une nécessité. Le Costa Rica est l'un des pays producteurs avec l'un des coûts de production les plus élevés au monde, eu égard aux charges sociales, un peu à la technicité ensuite des processus de production. Depuis 3 ans maintenant, donc, nous avons des cours mondiaux qui sont très en deçà de ce que coûte le café, ce qui provoque, on va dire, des nécessités d'ajustement budgétaire de la part des producteurs et essayer de réduire au maximum leurs coûts pour arriver à subsister. Après la cueillette, les cerises de café doivent encore rejoindre un centre de traitement pour y être décortiquées. Ici, contrairement au Brésil, la méthode utilise de l'eau et une friction mécanique pour séparer la pulpe des grains. Ce sont des cafés dits lavés qui conservent mieux leur qualité. Le café arrive dans cette première dépulpeuse. Dès qu'il est passé, il va par ce canal dans ces tambours de tri où les grains qui n'ont pas encore été dépulpés sont séparés des autres pour être envoyés dans une deuxième machine où le processus se répète. Étape suivante, la fermentation. Naturelle, elle permet de débarrasser les grains de l'enveloppe visqueuse qui les protège encore. C'est extrêmement crucial d'avoir une fermentation qui soit bonne. Elle est entre 8 et 10 heures, ça dépend des spécialistes et du temps, pour que nous ayons une finesse et un arôme parfait. Ça, c'est le principe d'une origine de haute qualité. Ce genre de process, comme vous avez pu voir, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'eau, beaucoup d'hommes.
ça ne peut se faire que pour des cafés qui sont vendus à des niveaux de prix plus élevés. Et justement ici, les producteurs reçoivent un prix plus juste. Leur café porte le label Max Havelaar, du nom d'une ASBL hollandaise active dans le développement du commerce équitable. L'idée, favoriser des relations commerciales à long terme et plus équilibrées entre importateurs des pays riches et producteurs des pays du Sud. Le premier principe du système Max Havelaar est de garantir un prix minimum pour le café, qui permet, on va dire, aux familles d'être un peu plus sûres sur leur futur. Les cours du café varient de jour en jour, de minute en minute. Le marché Max Havelaar donc, nous permet de nous projeter sur une récolte avec un prix minimum qui prend en compte des coûts de production, des coûts de transformation, des investissements sociaux. En ce moment, le marché Max Havelaar nous donne 1,26 $ la livre, donc en sortie du port du Costa Rica. Le marché de New York en ce moment est coté à 65 cents la livre. Donc en ce moment, le marché équitable nous donne presque le double du marché mondial. Si on n'avait pas eu ce contact avec l'organisation Max Havelaar il y a 4 ans, il est possible, je crois, qu'on aurait disparu. 1 100 000 € en 2001, c'est l'estimation des revenus supplémentaires reçus par les producteurs de café dans le monde grâce aux achats belges de café labellisé Max Havelaar. Ici, un pourcentage de chaque sac exporté va notamment à un fonds finançant des initiatives en matière d'éducation et de santé. Après la pub, les secrets de la torréfaction.